Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Le Média pour le récap, votre rendez-vous quotidien d'actualité. Du lundi au jeudi, on revient sur un sujet sans filtre et sans langue de bois. Mais avant de commencer l'épisode, on voulait vous dire un grand merci. Vous êtes déjà près de 3700 à avoir soutenu notre campagne Riposte et ensemble, nous avons franchi la barre des 150 000 euros. Et on va pas se mentir, l'été c'est toujours un peu compliqué pour les médias indés, l'audience ralentit, les soutiens habituels aussi, et pour ne rien arranger, les récents orages ont inondé notre région. Bref, vous l'avez compris, on continue la riposte et on a besoin de vous pour proposer une information libre, indépendante et populaire. Pour nous soutenir, rendez-vous sur campagne.lemediatv.fr et surtout n'oubliez pas, les dons sont défiscalisables. 100 euros donnés ne vous coûteront en fait que 34 après impôt. Et maintenant, place à l'épisode 76 du récap, c'est parti. Sous la pression croissante de la communauté internationale, Israël assouplit très légèrement son emprise sur la bande de Gaza. Ce dimanche 27 juillet, l'État hébreu a annoncé quelques mesures laissant entrevoir une lueur d'espoir pour les Palestiniens. Après avoir pilonné le territoire et affamé ses habitants avec son blocus total, Tsahal évoque désormais des pauses tactiques quotidiennes à visée humanitaire dans plusieurs zones du territoire, ainsi que la création de couloirs d'aide humanitaire. Mais ces annonces tardives ne suffisent pas à masquer l'urgence humanitaire sur place. La semaine dernière, dans le récap, nous revenions longuement sur la famine qui ravage la Palestine. Journalistes, soignants, ONG, tous décrivent des conditions de survie insoutenables dans l'enclave. Tous lancent le même appel désespéré, que le blocus soit levé pour enfin laisser passer l'aide humanitaire. La crise est telle à Gaza que plus de 100 ONG alertent sur la propagation d'une famine de masse. En 72 heures, 21 enfants de moins de 5 ans sont morts de faim. Face à cette urgence absolue, plusieurs pays occidentaux, dont la France, l'Allemagne ou encore le Royaume-Uni, ont exhorté Israël à lever immédiatement les restrictions sur l'acheminement de l'aide. Dans un communiqué publié la semaine dernière, les ministres des Affaires étrangères de 25 pays ont dénoncé le modèle de distribution de l'aide mis en place par le gouvernement israélien, qualifiant ce système de dangereux. Leur critique cible la Fondation humanitaire de Gaza, la GHF, une organisation privée soutenue par les États-Unis et Israël, à qui a été confiée depuis mai dernier la responsabilité quasi exclusive de la distribution des vivres dans l'enclave. Soi-disant à cause du Hamas qui détournerait l'aide humanitaire quand elle est gérée par les organisations habituelles. Ce système s'est très rapidement transformé en véritable piège mortel pour habitants affamés. En effet, lors des distributions, les forces israéliennes ont régulièrement ouvert le feu sur les personnes qui tentaient d'accéder à la nourriture. Selon plusieurs sources, près de 1000 civils auraient perdu la vie en allant chercher à manger. Évidemment, Israël nie en bloc les accusations. La crise humanitaire est la faute de tout le monde, sauf de son armée. Écoutons le porte-parole de Tsahal, Olivier Rafovitz, sur BFM. Il y a 90 000 femmes et des enfants qui ont besoin d'un traitement d'urgence. Où est la nourriture? Qui la bloque? Qui la bloque? L'ONU ne la distribue pas. Le Hamas empêche qu'elle soit distribuée. Avant-hier, dans le point de distribution de nourriture de Rafia, le Hamas a tiré un missile à 250 mètres du point de distribution pour créer un chaos. Il y a, messieurs, mesdames, une situation de propagande voulue par le Hamas pour créer un chaos humanitaire et pour accuser Israël. Il serait temps de dire ça suffit. Parce que cette propagande déversée en Europe en particulier, n'est-ce pas, elle abreuve des sentiments anti-israéliens, mais également un antisémitisme de la pire espèce, qui repose sur n'est-ce pas, des poncifs et sur des structures extrêmement sophistiquées. Israël ne veut pas et ne fera pas en aucun cas quelque chose pour qu'il y ait une famine à Gaza. Il n'y a pas de famine à Gaza. Par contre, il y a une volonté du Hamas qu'il y ait un chaos humanitaire à Gaza. Ça, il faut le dire clair et net. Et toutes les photos qui sortent de Gaza aujourd'hui, qui sont distribuées par des journalistes, souvent d'agences de presse, malheureusement, je ne veux pas citer leurs noms pour ne pas créer ici de problématiques, mais j'ai les noms. Des agences de presse qui travaillent avec le Hamas. Thierry Arnaud, merci. Des journalistes. Non, mais c'est important. Merci, ça suffit pas. Parce qu'à un moment donné, il faut dire, ça suffit. Accuser Israël tous les jours, publier des photos mensongères tous les jours,
lancer un doigt accusateur vers Israël au lieu d'accuser le responsable, le Hamas. C'est le Hamas qui est responsable, ses alliés et ses suppôts qui sont malheureusement pas tous seulement dans la bande de Gaza. Entendre un représentant israélien se plaindre d'une supposée propagande, c'est pour le moins savoureux. Reprenons ces mots, je cite, « Il n'y a pas de famine à Gaza ». Mieux encore, les photos relayées par les agences de presse seraient orchestrées par le Hamas lui-même dans un but antisémite. En résumé, toute cette souffrance ne serait qu'une vaste conspiration. Alors une fois n'est pas coutume, et la portée de ces propos est telle que la Société des journalistes de BFM Télé a publié un communiqué pour s'en désolidariser, rappelant que ces accusations contredisent les faits documentés par les ONG et les journalistes présents sur le terrain. Mais cela ne suffit pas à freiner la machine de propagande israélienne qui continue de se diffuser massivement à travers de nombreux médias français. À titre d'exemple, on écoute le porte-parole de l'ambassade d'Israël en France ce matin sur RMC. C'était à peu près la même chanson sur RTL, la contradiction en moins. Les organisations internationales ont échoué avec ce projet de fournir cette aide humanitaire. L'Organisation mondiale de la santé dit que la malnutrition a atteint des niveaux alarmants. Le programme alimentaire mondial dit que un tiers de la population n'a pas mangé depuis plusieurs jours, que 470 000 personnes à Gaza subissent des conditions semblables à une famine. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme dit que les enfants meurent de faim sous nos yeux. C'est quelque chose qui était... Cette campagne a commencé... C'est une campagne du Hamas. C'est une campagne du Hamas qui est aussi médiatisée par les organisations internationales. C'est quelque chose qui a commencé même 18 mois avant aujourd'hui. Cet discours sur la famine, des choses comme ça. Et je sais que je peux dire... On a vu des images, il y a des images terribles il y a beaucoup d'images dures qui sont toujours... il y a toujours des questions si c'est des choses qui sont vérifiables ou pas. Et comme vous le savez, c'est des journalistes qui ne sont pas indépendants, qui travaillent même avec le Hamas. Et l'accès de la presse est interdit. L'État d'Israël interdit la presse internationale, interdit à la presse internationale d'accéder à Gaza. Ça, c'est aussi pas exactement correct. Il y a toujours des journalistes qui entrent avec l'armée israélienne. Pendant que la population palestinienne meurt de faim, au sud de l'État hébreu, des tonnes de colis alimentaires sont à l'abandon et pourrissent au soleil. Sacs de farine du programme alimentaire mondial abandonnés, palettes entières de boîtes de conserve de tomates en plein soleil, sachets de pois chiches éventrés et tombés au sol. C'est l'équivalent de 600 camions alimentaires gâchés à 2 pas d'une population qui crie famine. Pour l'armée israélienne, la faute est portée par les ONG et l'ONU qui n'aident pas assez à la distribution. Un porte-parole dénonce « Ils ont arrêté de distribuer de la nourriture le jour où on a ouvert la distribution avec la Gaza Humanitarian Foundation ». Et pour cause, les ONG comme les Nations Unies refusent catégoriquement cette gestion humanitaire privée, militarisée et amateur qui met en danger les populations. Pour coller à son narratif, Israël assure que les nouvelles mesures humanitaires mises en place ce week-end visent justement à améliorer la réponse humanitaire et qu'elles sont le résultat de concertations avec l'ONU et les ONG. Sauf que ces dernières contredisent cette version. Des premiers camions d'aide humanitaire ont traversé la frontière depuis l'Égypte vers la bande de Gaza ce week-end. Tsahal s'est également engagé à assurer la sécurité de ses convois, notamment les camions de l'ONU, dont les chauffeurs refusaient de circuler de crainte d'essuyer des tirs de militaires israéliens. L'aviation israélienne a également largué plusieurs tonnes de vivres pour la première fois depuis le début de la guerre. Sur le terrain, derrière la grande opération de communication israélienne, c'est le chaos. Les ONG dénoncent une opération de façade, peu d'avions, presque aucun camion et des distributions improvisées qui virent souvent à la bousculade, voire au drame. L'ONU estime qu'il faudrait au moins 500 camions par jour pour répondre aux besoins. 8 seulement auraient franchi la frontière ce dimanche selon les observateurs sur place. Dans un territoire ravagé par un blocus total, la faim pousse les habitants à des scènes de survie extrême. Des sacs de nourriture arrachés des bras, des colis parachutés sans précision, certains s'écrasant au sol ou sur des gens. Les ONG tenues à l'écart des décisions ne peuvent ni planifier ni sécuriser ces distributions. Médecins sans frontières dénoncent une aide largement insuffisante et une population à bout de souffle. Les pauses tactiques annoncées par Israël, 10 heures dans 3 zones limitées, ne permettent pas d'atteindre les zones les plus
toucher, ni de relancer les centres de distribution fermés depuis des mois. 90 000 femmes et enfants nécessitent un traitement urgent contre la malnutrition, selon le Programme alimentaire mondial. Et près d'un tiers des Gazaouis ne mangent pas pendant plusieurs jours. Pendant ce temps, la Fondation humanitaire de Gaza, soutenue par Israël donc, continue d'assurer des distributions chaotiques, sans cadre et surtout sans sécurité. Résultat, encore plus de violence, des tirs et toujours des morts. Israël prétend ouvrir un passage pour l'aide humanitaire, mais le Handala, lui, est resté bloqué. Ce navire de la flottille de la Liberté, à bord duquel avaient embarqué notamment 2 députés de la France Insoumise, Emma Fourreau et Gabriel Catala, avait un double objectif: acheminer un peu d'aide, mais surtout briser symboliquement le blocus de Gaza par la mer. Samedi soir, le Handala a été intercepté par l'armée israélienne en pleine mer, illégalement dans les eaux internationales. L'armée a pris le contrôle du bateau, arrêté les membres de l'équipage et remorqué le navire de force jusqu'en Israël. Une image a percé le silence. Au moment de l'arraisonnement, l'équipage, main en l'air, s'est mis à entonner l'hymne antifasciste Bella Ciao en signe de résistance. On regarde. Le Handala a été intercepté à environ 50 km de la côte égyptienne et à une centaine de kilomètres à l'ouest de Gaza. C'était un petit peu plus près que de l'objectif que ne l'avait été le Madeleine, le précédent navire de la flottille, parti le 1er juin d'Italie avec à son bord 11 membres d'équipage, dont Greta Thunberg et Rima Hassan. L'équipage du Handala avait prévenu, en cas d'interception, ils entameraient une grève de la faim. Parmi les 21 passagers, Emma Fourreau et 11 autres membres refusent pour l'instant de signer une expulsion volontaire. Ils seront donc présentés devant un tribunal et resteront détenus en attendant leur renvoi. 3 autres passagers, dont l'élu LFI Gabriel Catala, ont accepté d'être expulsés. C'est dans ce contexte explosif que s'est ouverte ce lundi matin à New York la conférence des Nations Unies co-dirigée par Paris et Riyad. L'objectif, relancer la fameuse solution à 2 États, alors même que tout semble partir en morceaux. Le 23 juillet 2025, la Knesset, le Parlement israélien, a voté une résolution appelant à l'annexion de la Cisjordanie, un territoire occupé, pour, je cite, écarter définitivement tout projet d'État palestinien. Un texte symbolique, sans force de loi, mais qui traduit clairement la volonté de la droite et de l'extrême droite israélienne au pouvoir. Pour eux, la Cisjordanie fait partie intégrante d'Israël, justifiant l'annexion au nom de la sécurité, surtout après le 7 octobre. L'existence d'un État palestinien serait un danger existentiel, je cite les députés. Du côté palestinien, la réaction ne s'est pas fait attendre. Le vice-président de l'autorité palestinienne dénonce une violation flagrante du droit international et appelle la communauté mondiale à imposer la paix face à cette politique unilatérale, je le cite. Après plus de 21 mois de guerre à Gaza, la colonisation qui s'accélère en Cisjordanie et ce vote choc du Parlement israélien en faveur de l'annexion, la création d'un État palestinien paraît de plus en plus compromise. Alors que la conférence semblait vouée à l'insignifiance selon l'avis même des experts, Emmanuel Macron a mis un coup de pied dans la fourmilière jeudi dernier en déclarant que la France reconnaîtrait la Palestine en septembre. Alors cette reconnaissance française sera conditionnée à des réformes côté palestinien, notamment le désarmement du Hamas et son exclusion de la gouvernance. Elle vise aussi à renforcer l'autorité palestinienne, présentée comme un acteur modéré et légitime. En réalité, il avait fait la même promesse pour juin avant de finalement revenir sur son engagement. Vous savez ce que c'est, les promesses de Macron n'engagent que ceux qui y croient. Toujours est-il que son annonce, même si elles sont un peu réchauffées, a fait réagir. La gauche crie « enfin », alors que la droite française s'étrangle. Pour Éric Ciotti, ce serait prématuré. Rima Hassan lui a rappelé que les députés français ont déjà voté à une large majorité pour la reconnaissance de la Palestine. C'était en 2014, invitant le gouvernement à en faire de même, ce qui n'a jamais été suivi d'effet. Le Rassemblement national, quant à lui, sans surprise, est contre et reprend mot pour mot les éléments de langage du gouvernement israélien. Pour Marine Le Pen, reconnaître aujourd'hui un État palestinien, c'est reconnaître un État Hamas et donc un État terroriste, je la cite. Une posture de soutien inconditionnel à Israël qu'elle n'a pas toujours tenue, voilà ce qu'elle déclarait en 2022. Comment évoquer le Levant sans parler du conflit israélo-palestinien ?
Par souci de constance et parce que je la crois juste, politiquement, historiquement et moralement, je resterai fidèle à la ligne officielle du Quai d'Orsay, engagement constant de la France en faveur de la solution des deux États. Le conflit israélo-palestinien ne pourra être résolu que par la création d'un État palestinien indépendant, viable et démocratique, vivant en paix et en sécurité aux côtés d'Israël. Sur la scène internationale, la position du RN rejoint celle des États-Unis ou d'Israël. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a réagi évidemment avec fermeté, estimant que cette décision récompense la terreur, je le cite, et représente une menace existentielle pour son pays. Pour lui, cela serait une rampe de lancement pour anéantir Israël et non pour vivre en paix à ses côtés. Reste que pour l'heure, Macron compte bien influencer le jeu géopolitique mondial. L'enjeu de cette conférence dépasse d'ailleurs largement la simple reconnaissance d'un État. Il s'agit aussi pour la communauté internationale de montrer qu'elle est prête à agir collectivement pour stabiliser une région en proie au conflit. L'Arabie saoudite, co-organisatrice de la conférence, y voit aussi une occasion d'ancrer son influence régionale et de contribuer à un nouvel ordre sécuritaire au Moyen-Orient. Toutefois, cette conférence ne s'annonce pas sans défi. Israël et les États-Unis n'y participent pas, ce qui pourrait limiter son impact immédiat. Malgré tout, la réunion devrait envoyer un signal fort sur la scène internationale en soulignant que le futur des relations régionales dépend désormais d'une avancée politique sérieuse autour de la reconnaissance d'un État palestinien. Et alors que restera-t-il de cette conférence à New York ? Sans doute un signal politique fort, un tournant historique, rien n'est moins sûr. Les images de famine, des navires arraisonnés, les colonies qui s'étendent et les déclarations belliqueuses pèsent bien plus lourd que les communiqués diplomatiques. Tant que les droits fondamentaux des Palestiniens resteront conditionnés aux intérêts géopolitiques des puissants, tant que l'aide humanitaire sera militarisée, détournée et instrumentalisée, aucun sommet international ne suffira à effacer l'urgence. On peut parler d'un État palestinien dans les salons feutrés de l'ONU, mais pendant ce temps, à Gaza, on meurt pour un sac de farine. On poursuit avec le reste de l'actualité et le feuilleton sur les droits de douane qui continue. La présidente de la Commission européenne et le président américain ont annoncé dimanche avoir conclu un accord imposant 15% de taxes sur la plupart des produits européens importés aux États-Unis. L'UE s'est engagée à 750 milliards de dollars d'achat d'énergie sur 3 ans et à investir 600 milliards de dollars supplémentaires aux États-Unis. Les deux puissances ont aussi décidé de lever réciproquement leurs droits de douane sur certains produits stratégiques, dont les équipements aéronautiques. Si Donald Trump a qualifié cet accord de plus grand jamais connu en matière de commerce, le Premier ministre français François Bayrou a dénoncé ce lundi un jour sombre pour la France et l'Europe. On termine avec la loi Duplon et la pétition qui atteint désormais les 2 millions de signatures. La mobilisation citoyenne se poursuit. La pétition contre la loi Duplon a franchi ce matin la barre des 2 millions de signatures sur le site de l'Assemblée nationale. Celle-ci doit permettre d'imposer un débat à l'Assemblée sur cette loi adoptée le 8 juillet dernier et qui autorise entre autres la réintroduction d'un pesticide des néonicotinoïdes cancérigènes et aux effets déplorables pour l'environnement. Le texte demande aussi l'abrogation immédiate de la loi, la révision démocratique des conditions dans lesquelles elle a été adoptée, alors qu'il n'y a pas eu de réel débat dans l'hémicycle, et une consultation citoyenne des acteurs de la santé, de l'agriculture, de l'écologie et du droit. Si la mobilisation est historique, la Constitution lui confère uniquement une action symbolique, l'organisation d'un débat sans vote à l'Assemblée. On ignore encore s'il sera programmé à la rentrée. Le texte, quant à lui, attend désormais l'avis du Conseil constitutionnel, qui rendra sa décision a priori le 7 août et pourrait censurer une partie ou toute la loi. C'est seulement après qu'Emmanuel Macron pourra décider de promulguer le texte ou demander une seconde délibération au Parlement, réclamée notamment par la gauche. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et n'oubliez pas, les milliardaires financent la haine. Le média a lancé Riposte, une campagne de financement citoyenne pour riposter sur les réseaux sociaux et la TNT francilienne. Alors parlez-en autour de vous et si vous le pouvez, rejoignez la lutte sur campagne.lemediatv.fr. Abonnez-vous aussi à nos 2 chaînes YouTube, Le Média TV et Le Média 24/7 pour ne rien rater de nos programmes. Très bonne soirée sur Le Média.